13 janvier 1526, à l'Alcazar royal de Madrid, vieux palais qui domine la ville depuis sa colline. Vous voyez les murs épais, les tours carrées d'un alcazar, et puis ces grands couloirs tirés au cordeau. L'Espagne, c'est ça, d'immenses murs chaulés, des portes extraordinairement marquetées avec des serrures et des clés. L'hiver est sec, la lumière grise accroche à peine les ardoises du toit. Et voici que, entre deux campagnes, réside ici celui qui n'est pas seulement roi des Espagnes, comme on disait à l'époque, mais aussi empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est installé là dans ses appartements privés, Charles Quint, entouré de ses conseillers. Dans une aile un peu plus discrète, une femme attend. Cette femme en question, elle a 28 ans, ce qui à l'époque est un âge presque mûr pour une femme. C'est Éléonore de Habsbourg. Elle n'a jamais été courtisée pour sa beauté, mais elle est connue pour sa fidélité sans faille, et notamment à la politique de son frère, et pour sa dignité toujours calme. Bref, c'est ce qu'on doit pouvoir qualifier de grande dame. Elle doit bientôt être reçue par son frère qui a l'intention de lui confirmer personnellement une décision qu'il a prise la concernant. Charles Quint est son cadet d'1 an. Il est à la tête donc de cet immense empire, puisque en outre plus l'Espagne et tous les territoires du Saint-Empire, il gouverne les territoires du Nouveau Monde, bien sûr, jusqu'à Mexico. Charles et Éléonore ont toujours eu de bons rapports. Elle a toujours été extrêmement dévouée à ce frère qu'elle admire. Et d'ailleurs, on doit pouvoir dire qu'Éléonore a de bonnes raisons d'admirer son frère, car ce Charles Quint est un personnage extraordinaire. C'est un grand politique. C'est un homme de courage et de franchise. À 18 ans, Éléonore avait déjà connu un premier mariage. En 1518, son frère, Charles, lui a fait épouser le roi Emmanuel Ier de Portugal, souverain âgé de 50 ans à l'époque, un des hommes évidemment les plus puissants, les plus riches de son temps, mais aussi un veuf 2 fois, qui plus est infirme. Vous avez bien compté qu'il avait 30 ans de plus qu'elle, hein. Il avait d'ailleurs épousé, dans les premières noces, les tantes maternelles d'Éléonore. Tout ça ne sortait pas de la famille. Bref, de cette nouvelle union vont naître 2 enfants, un fils Charles qui est mort au berceau, et puis une fille Marie, née en 1521 et qui plus tard deviendra une des princesses les plus fortunées d'Europe, et pour cause. Mais en 1521, il se trouve que le roi de Portugal, perclus, reclus, a fini par décéder. Éléonore s'est retrouvée veuve à 21 ans, femme toujours aussi respectée, mais sans rôle politique dans la succession portugaise. Elle était reine douairière et sœur du roi des Espagnes et empereur. Autant dire qu'elle évoluait dans le cercle le plus important de toute l'Europe, mais qu'elle n'était elle-même plus grand-chose. Et voilà que 5 ans plus tard, donc, puisque je vous ai dit que nous sommes au début de l'année 1526, son frère la convoque, on est à Madrid, il a pour elle un plan. À l'époque, la capitale, il n'y a pas de capitale déclarée d'ailleurs, mais le roi et empereur généralement résident à Tolède. Là, en l'occurrence, il est à Madrid et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Charles vient de remporter la bataille de Pavie 1 an plus tôt, en février 1525, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça, bien sûr, et ça a été une victoire écrasante pour les troupes impériales qui ont fait beaucoup de prisonniers de marque, dont le plus prestigieux de tous, puisqu'ils ont carrément capturé le roi de France, François Ier. Et ce roi de France est maintenant en prison, il est en geôle à Madrid, justement. Alors, il se trouve qu'il est veuf depuis un peu plus d'1 an, puisque l'épouse qui lui avait donné 7 enfants, dont 2 étaient morts en bas âge, Claude de France, est maintenant décédée. Il n'est pas question qu'un roi de France reste célibataire, même si pour le moment c'est un roi prisonnier. Charles a bien envie de placer dans les clauses du futur traité qu'il a l'intention de signer avec son prisonnier, une clause qui pourrait marier sa sœur. Le roi de France est de 4 ans l'aîné de la reine douairière de Portugal. On peut dire qu'ils sont encore assez jeunes tous les deux. En ce 13 janvier 1526, Éléonore est au courant, bien sûr, de tout ce qui se trame. Charles Quint et son conseiller Gattinara, son chambellan, ont fait beaucoup de travail. Sauf que maintenant, il s'agit de voir si les choses sont officielles. Et oui, Charles Quint va
officialiser ce futur mariage qui doit sceller l'engagement du roi de France à respecter les autres clauses du traité. Avec François Ier, dans les circonstances qui sont celles de cette captivité madrilène, vous imaginez que rien n'est moins sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans ce traité qui est en train de s'établir, Charles est tout à fait en position de force. En gros, François signe le traité où il reste en cabane, vous allez me passer cette familiarité, où il reste dans les geôles, certes un peu doré, mais juste un peu de l'empereur. Voici les principales clauses du traité de Madrid. Il faut restituer le duché de Bourgogne et les seigneuries annexes. Ça, c'est la grande affaire. La Bourgogne, c'est au cœur de la lutte acharnée entre François et Charles. Et notamment, faut restituer le comté de Charolais. Toutes sortes de territoires qui donc ne seraient plus sous suzeraineté française. Il faut aussi renoncer à toute revendication sur les royaumes de Naples, Milan, royaume de Naples, duché de Milan, Gênes, Asti, etc. Aux Pays-Bas, sur les comtés de Flandre et d'Artois. Tout ça, c'était les grandes prétentions de François Ier. Terminé. Il s'agit de réhabiliter le connétable de Bourbon et ses partisans. C'est quand même pas simple ça, puisque c'est l'homme qui vient de trahir purement et simplement le roi de France. Il faut régler les 500 000 ducats que Charles doit à Henri VIII et livrer comme otages ses 2 fils. Alors au départ, on avait parlé des 12 plus grands bras armés du royaume, et puis finalement, sur la suggestion de la mère de François, Louise de Savoie, on a pensé à livrer les 2 fils aînés de François Ier, le dauphin François et son frère Henri, duc d'Orléans, celui qui, entre nous, un jour régnera sous le nom d'Henri II. Mais enfin, ça nous entraînerait beaucoup plus loin. Donc, avec toutes ces clauses, on en ajoute une qui serait le mariage de François avec Éléonore. C'est très dur, tout ça pour le roi de France. Certains conseillers de Charles Quint redoutent que les clauses, une fois signées, ne soient même pas respectées. D'ailleurs, il y a un débat pour savoir s'il faut ou non faire confiance au roi français. Voici ce qu'écrivent Juan Carlos d'Amico et Alexandra Danet dans la biographie qu'ils ont publiée de Charles Quint. Je cite : « Méfiant, le chancelier Gattinara pensait qu'avant de libérer le roi de France, il fallait prendre possession du duché de Bourgogne et conclure une paix avec les États italiens qui ne demandaient qu'à être rassurés. Selon lui, François Ier se disait prêt à signer n'importe quel traité pour sortir de prison, et une fois libéré, il se rétracterait et ne songerait qu'à la vengeance. Il deviendrait alors un ennemi redoutable. Il affirmait que les Français étaient les maîtres en matière de tromperie, et que, lorsque les intérêts d'un État étaient en jeu, ni la parole donnée, ni les promesses ne comptaient. Mais Charles Quint n'écouta pas son chancelier. Il préféra suivre les conseils de Charles de Lannoy, fondés sur la confiance en la parole donnée et sur l'honneur et le respect des pactes. Il y avait quelque chose de féodal chez Lannoy, évidemment. Selon ce conseiller, le chancelier Gattinara était trop ami des Italiens du duc de Milan dont il fallait se méfier. Passer un accord avec eux n'était guère perspicace. Un accord avec le roi de France, plus raisonnable et plus utile, apporterait à Charles la gloire, la possession de la Bourgogne, mais aussi Milan, dont les richesses permettraient de nourrir toute l'armée impériale. Il fallait simplement s'assurer que François Ier respecterait l'accord, et pour cela, Lannoy comptait sur les liens du mariage, sur les vertus d'Éléonore pour entretenir leur amitié, et sur le gage que représentaient les 2 fils gardés en otage. Ça, c'est vrai que c'est un gage qui est quand même très sérieux. Quand vous donnez vos 2 enfants, vos 2 fils en otage, vous êtes censé respecter les clauses. Oui, eh bien, la vérité, c'est que François Ier n'a pas l'intention de respecter les clauses du traité. Au moment même où Charles est en train de recevoir Éléonore, on est le 13 janvier 1526, dans sa prison, François Ier reçoit de son côté ses proches, tous ceux qui sont en détention avec lui à Madrid. Il est dans le château de Villalba. Les conditions de détention sont assez raisonnables, mais enfin, c'est quand même assez pénible. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Il faut vous dire que le roi a essayé de s'échapper en se recouvrant le visage de poussière de charbon de bois pour ressembler à un esclave, que ça n'a pas marché, qu'il a été découvert et que depuis, on n'a plus confiance, évidemment. Bref, en ce 13 janvier, veille de la signature du traité,
Le roi est avec Anne de Montmorency et Jean de Sèvres, qui est le président du Parlement de Paris, et devant eux, il jure sur les évangiles que la signature qu'il va faire de ce traité ne l'engage en rien et que dès maintenant, il considère les clauses comme nulles. Ce qui fait que le 14 janvier 26, quand il signe ce traité de Madrid, eh bien, autant dire que c'est comme s'il ne signait rien, en tout cas de son point de vue à lui. Et 2 mois plus tard, le 17 mars 26, ça y est, il est en train de franchir le fleuve frontalier, il est sur la baie d'Assoa. Et en échange, c'est terrible ce qui se passe, parce que François, lui, passe d'Espagne à la France, mais de l'autre côté, vous avez ses enfants, ses fils, qui passent de France en Espagne. Ils sont là au milieu sur la petite île qui ensuite deviendra si célèbre, et ils s'embrassent, et puis le roi file vers le nord et les enfants vers le sud. Et pour le moment, celle qui était une des clauses du traité, la chère Éléonore n'est pas partie avec celui qui doit devenir son mari. Elle reste à Irun pour le moment. Elle attend que celui qui est en quelque sorte son fiancé lui envoie un laissez-passer dans les prochaines semaines. Oh, ça ne l'empêche pas, elle, de se voir déjà dans la posture et dans la position d'une reine de France. Gattinara avait raison de se méfier, puisque sitôt arrivé en France, François Ier va déclarer nulle la signature du traité de Madrid, vous imaginez ça, et il va même bientôt créer ce qu'on appelle la Ligue de Cognac, qui va réunir tous les ennemis de Charles Quint sous sa bannière Fleur de Lysée. Vous imaginez la situation, alors que ses propres enfants sont en détention, sous la surveillance d'ailleurs de celle qui est en train de devenir l'épouse du roi, néanmoins, Éléonore, qui veille sur eux, qui d'ailleurs écrit à la mère du roi, Louise de Savoie, pour lui proposer ses bons offices dans les discussions qui nécessairement vont s'engager entre François et Charles Quint. Et Louise accepte d'ailleurs, sauf que le temps passe, les semaines et puis les mois. Quelle est la position réelle d'Éléonore de Habsbourg ? C'est bien difficile à dire, et d'autant plus que son frère commence à s'agacer sérieusement des guerres que François relance avec sa Ligue de Cognac contre ses intérêts dans les différents points de l'Europe. Charles Quint va resserrer l'étau. Il détient les otages, n'oubliez pas, eh bien, il va durcir considérablement les conditions de détention des 2 jeunes garçons. Et Éléonore, qui essaie de les protéger, les pauvres, mais elle est impuissante. Les 2 fils de François Ier, qui vont être d'abord à Villalba sous la garde du marquis de Berlanga, vivent dans des conditions de plus en plus dures. Et c'est un émissaire de Louise de Savoie, Jean Bodin, qui, quand il les découvrira quelque temps plus tard, sera sidéré par les conditions de détention. Ils ont les cheveux longs, pleins de poux, ils portent des vêtements qui sont vraiment des vêtements de prisonniers. Ils n'arrivent même plus à parler français, ils n'ont plus l'habitude de s'exprimer qu'en castillan. Tout ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde, en tout cas du côté de Paris. Il faut attendre le traité de Cambrai, ce qu'on va appeler la paix des dames, traité entre Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche, la tante de l'empereur, pour qu'on arrive à calmer un peu les choses. On est à l'été 1529 à ce moment-là. Vous voyez que du temps a passé, 3 ans quand même. 3 ans de captivité pour les petits princes. La France renonce à ses prétentions sur les anciens royaumes et duchés d'Italie, sur les comtés de Flandre. Elle conserve la Bourgogne, vous imaginez, et en échange, Louise de Savoie va verser à Charles Quint une rançon absolument gigantesque, 2 millions d'écus pour la libération des princes. Et la 7e clause du traité. Et Éléonore, me direz-vous. Eh bien, elle va effectivement devenir reine de France. Assez incroyable, cette histoire. C'est elle qui devient le gage, d'une certaine manière. Le mariage a lieu le 7 juillet 1530, cérémonie très privée, pas du tout grand mariage, célébré au couvent des Clarisses dans les Landes, près de Mont-de-Marsan. Malgré toute la bonne volonté d'Éléonore, François Ier n'a pas grand intérêt pour sa nouvelle épouse. Il passe en vérité toutes ses nuits avec celle qui est devenue sa maîtresse et qui régit son cœur, c'est la duchesse d'Étampes. Éléonore de Habsbourg, il la supporte. Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne fait pas beaucoup plus que ça. D'ailleurs, ils n'auront pas d'enfants. Elle est sacrée à Saint-Denis le 5 mars 1531. Louise de Savoie
veut profiter de la présence de cette nouvelle reine pour organiser un grand tour du royaume qui démontrerait la puissance retrouvée d'une monarchie qui a été très bousculée par les lendemains de la défaite de Pavie. Et avec donc la nouvelle reine et les 2 fils retrouvés du roi, il va y avoir une sorte de grande procession qui va durer. Louise de Savoie n'ira pas bien loin, puisqu'elle meurt en septembre 1531. Donc vous voyez, elle n'a pas eu le temps de profiter beaucoup de sa belle-fille. On a longtemps pensé qu'Éléonore n'avait d'ailleurs jamais eu de véritable rôle politique, sauf que si l'on regarde les choses de près, si l'on étudie les documents qui nous sont parvenus, on se rend compte qu'en vérité, elle a eu un rôle, cette reine oubliée, cette Éléonore de Habsbourg dont la plupart des Français ont oublié jusqu'au nom. Et elle a joué un rôle d'abord et avant tout, bien sûr, dans les relations entre son frère et son époux. Elle a beaucoup facilité les relations entre ce royaume des Valois en pleine reconstitution et l'empire Habsbourg qui à l'époque était très chahuté. On la voit bien sûr à la manœuvre notamment en 1539 lors de la traversée par Charles Quint du royaume de France lorsqu'il s'en allait dans les Flandres mater une de ces nombreuses révoltes dont il avait fini par faire son quotidien. Anne de Montmorency, le grand connétable de Montmorency, va essayer de s'appuyer sur Éléonore pour faciliter les relations avec la cour d'Espagne, qui, vous l'avez compris, sont aussi les relations avec la cour impériale. C'est ça qui est complexe à l'époque, bien sûr. Le quotidien d'Éléonore n'est pas simple, puisque la vérité, c'est que son mari fait comme si elle n'existait pas. Oh, officiellement, il est à peu près respectueux. Il se lève quand elle entre dans une pièce. Après tout, elle est la reine de France. Mais il ne faut vraiment pas attendre grand-chose de lui. Et vous savez qu'à la cour de France, les courtisans ont la fâcheuse tendance d'imiter l'attitude du roi. Et donc, ils en font autant. Ils ne vont pas donner beaucoup d'importance à cette épouse royale. Il y a d'ailleurs si peu d'estime, en vérité, entre François et son épouse Éléonore que lorsque le roi de France va finir par rendre l'âme à Rambouillet, ce sera au printemps 1547, donc quand même une décennie après tous les événements dont je vous parle, elle ne se présentera même pas auprès de son mari, elle ne sera pas de ceux qui assistent François dans ses dernières heures, elle ne s'en est même pas donné la peine. C'était un mariage vraiment diplomatique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, quand Henri II succède à son père, Henri II a une grande rancune envers les Espagnols. Vous imaginez le temps qu'il a passé dans les prisons d'Espagne. C'est pour lui un souvenir horrible et obsédant, qui va d'ailleurs avoir un rôle absolument déterminant sur tout son règne. Henri souhaite que la reine Éléonore quitte le royaume de France, et c'est ce qu'elle va faire en se retrouvant aux Pays-Bas. Grande joie pour elle de retrouver un certain nombre non seulement de ses parents, mais de ses familiers qu'elle avait laissés pour partir en France. Elle retrouve sa vraie vie, si je puis dire. Elle n'a, pour aller jusqu'aux frontières du royaume, qu'une très petite escorte. C'est horrible, ce qui se passe. Et sa sœur Marie, qui à l'époque est gouvernante des Pays-Bas espagnols, va en revanche l'accueillir avec toute la chaleur possible. Elle va passer là 8 belles années de sa vie. Dans les jardins calmes de Bruxelles, dans les couvents de Malines, Éléonore retrouve un peu de la douceur d'une vie simple et paisible, entourée de ses proches. Elle prie beaucoup, elle lit énormément, elle échange des lettres avec sa sœur Marie, loin des intrigues et des humiliations de la cour de France. Elle est un peu soulagée car elle n'a plus à plaire, Éléonore. Elle n'a plus à séduire et surtout, elle n'a plus à composer avec les arrière-pensées de tous ces diplomates qui, tant à l'époque où en Espagne elle préparait son départ pour la France, qu'à l'époque où en France elle essayait de maintenir de bonnes relations avec l'Espagne, elle avait constamment à ménager. C'est terminé tout ça. Elle vit un peu pour elle, elle vit dans le silence, dans la tranquillité. On peut dire qu'à ce moment... Et ce sont les témoins qui l'ont croisée à l'époque et certains de ceux qui se sont entretenus avec elle. On peut dire qu'à ce moment-là, commençait à rayonner sur son visage les signes de la paix. Ce n'était pas une paix diplomatique, là, cette fois. Non, c'était sa paix à elle, sa paix intérieure.